Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. L'Euro 2020 continue et les vidéos sur la chaîne des fous du ballon aussi. Aujourd'hui on analyse Espagne-Suède. C'est parti! Alors, que dire de cette Espagne-Suède? Eh ben, je pense que vous l'avez vu au score, 0-0. Ça a quand même été un match décevant, pas grand-chose à dire. Donc ne vous étonnez pas si cette vidéo est plutôt courte, mais je vais quand même essayer de vous sortir 2 ou 3 choses que j'ai notées, parce que oui, il y a quand même quelque chose à dire sur cette Espagne-Suède. Alors je vous propose de commencer directement avec une présentation des plans de jeu de chaque équipe. Il n'y a pas eu beaucoup de rebondissements durant ce match. Et en fait, le jeu a été plutôt linéaire durant toute la durée du match. Alors si on considère d'abord l'Espagne, alors l'Espagne, ça va pas vous étonner, on connaît leur style de jeu, surtout avec Luis Enrique comme sélectionneur, qui est l'ancien entraîneur du Barça. Et forcément, lui, il va essayer d'amener ce style de jeu barcelonais, ce style de jeu à la Pep Guardiola qu'on connaît très bien, qui se caractérise par 2 choses. La première, et ça vous le savez certainement, c'est la chose la plus connue dans le football espagnol, c'est ce qu'on appelle le tiki-taka. Le fait de redoubler de passes, essayer d'avoir un jeu plutôt calme, un jeu plutôt posé, de possession. L'objectif est vraiment de faire circuler le ballon autour de la surface, aller de gauche à droite, essayer de fatiguer l'adversaire. Et au moment où une faille se trouve dans la défense ou si la défense fait une erreur, c'est à ce moment-là que l'Espagne va s'infiltrer pour tenter de marquer. Ça, c'est la première chose qui caractérise le jeu de l'Espagne. La deuxième, et ça on en parle un petit peu moins, c'est aussi le pressing. Parce qu'en fait, l'Espagne est connue pour avoir une possession toujours très élevée durant ses matchs. Alors ça, c'est dû bien sûr au nombre de passes qu'ils font, mais c'est aussi dû à une chose, c'est le pressing. Et c'est ça qui a été aussi très marquant durant ce match contre la Suède. Dès que l'Espagne perdait le ballon, et ben tout de suite, il y avait 3 ou 4 joueurs qui couraient, qui se projetaient sur le joueur suédois afin de récupérer le ballon. Et ça fait que ce jeu de possession plus ce pressing ont fait que l'Espagne a terminé, j'ai envie de dire comme d'habitude, son match avec un pourcentage de possession à 76%. Il faut se rendre compte que c'est énorme. À l'inverse, la Suède, elle avait un plan de jeu beaucoup plus défensif. L'objectif pour elle, c'était clairement de récupérer le match nul. Ils avaient un bloc en phase défensive qui était très bas et à l'inverse, en phase offensive qui était plutôt médian. Mais en fait, l'équipe suédoise se projetait très peu durant les phases offensives. À l'exception peut-être du duo d'attaquants, Isaac et Berg, qui ont été très bons les deux et qui ont su quand même amener du danger dans la surface espagnole lors de longs ballons, lors peut-être d'un corner ou les rares fois où en fait la Suède a réussi à se retrouver dans le camp espagnol. Et du coup, la physionomie du match se résume exactement à ce que je viens de dire. Une Espagne très offensive qui essaye de marquer le plus possible et une Suède très défensive qui est clairement là pour récupérer le match nul. Et au final, bon, vous l'avez vu en voyant le score, 0-0, vous vous êtes rendu compte que cette fois-ci, c'est la défense de la Suède qui l'a remporté sur l'attaque de l'Espagne. Et ça, pour moi, c'est dû à 2 choses. Alors la première, bien sûr, c'est la performance offensive de la Suède, qui vraiment, alors on le sait, la Suède, c'est des grands gaillards, ils sont très physiques, ils sont très forts, et ils ont été à la hauteur lors de ce match-là. J'ai une petite mention honorable à faire à Olsen, qui est un milieu défensif de Krasnodar en Russie, que je ne connaissais pas avant ce match, et franchement, il a été partout durant ce match-là. Je ne sais pas combien de kilomètres il a couru, mais certainement beaucoup. Il a gratté énormément de ballons et je pense que si la Suède a été aussi forte défensivement, c'est aussi grâce à Olsen, son milieu défensif. Ça, c'est la première chose qui pour moi explique le 0-0. Et la deuxième chose pour moi, malheureusement, c'est le manque de réalisme de cette équipe d'Espagne. Parce que l'Espagne, alors oui, elle a eu le ballon, oui, elle a su se créer des occasions, mais qu'est-ce qu'ils ont vendangé? C'était assez fou. En fait, ils ont quand même réussi à se créer des occasions, mais soit ils tiraient à côté, soit ils tiraient trop centrés sur le gardien. Donc au final, c'était, entre guillemets,
une possession stérile. L'Espagne avait le ballon sans vraiment être capable d'apporter du danger dans la surface espagnole. Ça a été un petit peu mieux lors de la deuxième période, lorsque Luis Enrique a fait rentrer certains joueurs, notamment Gérard Moreno en attaque, donc ça c'est l'attaquant de Villarreal, ou encore Thiago Alcantara, qu'on ne présente plus et qui aujourd'hui joue à Liverpool. Quand ces deux joueurs-là sont rentrés, il y a eu beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de prise de risque, et c'était beaucoup plus sympa de voir l'Espagne jouer à partir de ce moment-là. Voilà ce que j'avais à dire pour ce match-là. Pas grand-chose de plus à rajouter, ça a été quand même assez court. Je vous propose de passer du coup à mes tops et à mes flops, et je vais commencer par l'équipe d'Espagne. Alors pour moi, clairement, le joueur qui a été un top, et c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Koke, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, qui franchement nous a sorti un excellent match. C'est vraiment le métronome de cette équipe d'Espagne. Il est vraiment dans tous les bons coups, il sait comment se placer défensivement, offensivement. Franchement, Koke, c'est souvent un joueur qui est, disons, sous-coté en Espagne, qui est peu mis en avant, mais pourtant c'est vraiment un super joueur et aujourd'hui il a fait un super match. Dans mes flops, du côté de l'Espagne, je vais quand même relever la prestation de Alvaro Morata. Donc l'attaquant de la Juve qui, ce match-là, je suis désolé pour lui, mais il est vraiment passé à côté. Il était jamais dans les bons coups et il a surtout vendangé. Je pense notamment à une action en première mi-temps où en fait un défenseur suédois a fait une erreur et Morata se retrouve seul face au gardien. Le but est vide, il n'y a plus soit à contourner le gardien avec une frappe ou en le dribblant, et Morata trouve encore le moyen de tirer à côté. Je suis désolé, mais pour un attaquant de sa classe, c'est inadmissible, et je pense que c'est vraiment ce qui a pêché aujourd'hui du côté de l'Espagne. Si on passe maintenant à la Suède, mes tops et mes flops, alors en top, j'avais parlé avant de la performance d'Olsen, mais j'aimerais quand même parler de Alexander Isak, joueur que je connaissais peu avant cet Euro, mais on s'est renseigné avec Colin pour nos vidéos de preview des groupes. Et Alexander Isak, donc, c'est un jeune attaquant qui jouait avant à Dortmund et qui maintenant joue à la Real Sociedad. Il a fait une excellente saison, il a marqué 17 buts en Liga. Et franchement, le seul joueur suédois qui a été dangereux, c'était Alexander Isak. Et c'est assez fou parce qu'il a eu très peu d'occasions. Il a peut-être touché 3 ou 4 ballons dans la surface espagnole, mais à chaque fois, il était dangereux. Et on sentait les défenseurs espagnols un petit peu en panique parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils n'arrivaient pas à lui prendre le ballon. Donc Alexander Isak, c'est un gros top. En revanche, dans mes flops, je pense que je vais relever la performance du défenseur suédois Danielsson. Alors même s'il a été, on va dire, relativement bon durant son match, et si l'Espagne n'a pas réussi à marquer, c'est aussi grâce à lui, et ben en fait, il faut se dire que Danielsson, c'est aussi le défenseur central qui a fait 2-3 bourdes. Typiquement, avant, je disais, une erreur de la défense espagnole qui a permis à Morata de se retrouver seul face au gardien, c'était une erreur de Danielsson. Et j'ai été d'ailleurs étonné de voir Danielsson titulaire dans cette équipe de Suède, parce que Danielsson, il joue en Chine. Alors que pourtant les joueurs suédois sont quand même des joueurs qui s'exportent bien en Europe, qui jouent la plupart dans des clubs moyens, voire des bons clubs, où la plupart aussi peuvent jouer en Russie. Mais Danielsson, c'est un espèce d'émigré qui est parti jouer en Chine, et c'est à se demander pourquoi est-ce qu'il était titulaire lors de ce match face à la Suède, surtout qu'il n'a pas fait une très bonne performance, donc pour moi, c'est mon flop pour la Suède. Voilà ce que j'avais à dire pour mon match. Maintenant, on va parler un petit peu des pronos. Donc, pour rappel, lors de la précédente vidéo, Colin avait prédit une victoire 2-0 de l'Espagne face à la Suède. Et vous le savez, sur la chaîne des Fous du Ballon, on n'est pas très bon niveau prono. Du coup, je vais essayer de faire mieux aujourd'hui. Et on va tenter, je vais tenter de pronostiquer le match France-Espagne. Et pour ça, un petit changement de maillot s'impose. Alors, demain, France-Allemagne, c'est vraiment un très très gros match. Vous le savez, on attaque les matchs du groupe F, le groupe de la mort, avec dans le même groupe la France, l'Allemagne, le Portugal et entre guillemets la petite équipe, la Hongrie. Et demain, on aura un Portugal-Hongrie à 18h, si je ne dis pas de bêtises, et à 21h, France-Allemagne. Ça va vraiment être un match très intéressant, surtout que ce match se déroulera à Munich, en Allemagne. Si on prend un petit peu les derniers résultats de ces deux équipes, la France a fait un sans faute dans ses matchs de préparation pour l'Euro, avec 2 victoires 3-0,
une fois contre le Pays de Galles et une fois contre la Bulgarie. On sent cette équipe très en confiance, voire peut-être trop en confiance. On entend souvent les joueurs français dire que cette année, ils vont la gagner, ils ont la meilleure équipe. Faut faire attention à l'excès de confiance de la part de l'équipe de France. Et à l'inverse, on a une équipe d'Allemagne qui a un petit peu des performances en demi-teinte. Ils ont fait un match nul, un partout contre le Danemark, et ensuite ils ont explosé la Lettonie, Allemagne-Brésil, c'est-à-dire 7-1. Donc grosse performance contre la Lettonie. Du coup, qu'est-ce que moi je pense de ce match France-Allemagne? Et ben pour être honnête, je pense que ça va être un match extrêmement serré. Vous savez, c'est le genre de match qui se joue toujours sur des détails et c'est très difficile pour moi de donner un pronostic qui soit fiable. Je pense quand même, et ça c'est peut-être parce que je suis un peu subjectif, mais je pense quand même que la France va réussir à le faire. Je pense que la France a un groupe qui est beaucoup plus fort, et même si l'Allemagne est une très bonne équipe avec une très bonne attaque, j'imagine bien en fait la France et ce diable d'Engolo Kanté être capable de bien défendre sur les Allemands. Et c'est pour ça que j'imagine la France gagner 2-1. Voilà mon pronostic. J'espère que j'aurai raison. On voit ça demain. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, pour cette analyse d'Espagne-Suède et ce pronostic de France-Allemagne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette analyse et quels sont vos pronostics pour les matchs de demain. Pas que France-Allemagne, n'hésitez pas. On lit tous les commentaires et on vous répond. Et on se retrouve très bientôt, ce sera certainement Colin, pour une nouvelle vidéo. Salut!